Une émission à plus de 300 km/h, forcément ça décoiffe. Sophie Bidjoli et toute l'équipe de la bonne humeur. Docteur Aziz Moussi, socio-anthropologue, chercheur au LASDEL, enseignant au département de sociologie et anthropologie à l'université de Parakou. Ça fait beaucoup quand même de titres. Merci une fois encore d'avoir fait le déplacement, d'accepter de répondre à nos questions. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qu'on doit comprendre par le système LMD? Merci beaucoup. Bon, je précise que je suis sur ce plateau en tant qu'enseignant dans un système LMD. Je ne suis pas un spécialiste c'est ce du que LMD. j'ai oublié de préciser. Donc c'est un peu ça. Alors, le LMD, c'est licence, master, doctorat. C'est ça la définition classique. Alors, comprenez que depuis longtemps, nos universités, notamment les universités francophones africaines, ont évolué dans ce qu'on appelait l'ancien système ou le système classique, où vous avez par exemple à l'enseignement supérieur ce qu'on appelle le DUG. Après le DUG, vous avez la licence. Après la licence, vous avez la maîtrise. Après la maîtrise, vous avez le DSS ou le DEA. Selon que vous êtes inspiré par l'option recherche, c'est le DEA. Ou si vous voulez être professionnel, c'est le DSS. Et ensuite, vous avez ce qu'on a appelé doctorat de 3e cycle, c'est-à-dire que ceux qui ont fait une formation professionnelle peuvent faire aussi un doctorat, mais qu'on appelle un doctorat de 3e cycle. Et après, vous avez ce qu'on appelle la thèse unique. Voilà, donc l'ancien système, c'est comme ça que c'est calqué. Et ça ne répond pas à, disons, aux critères internationaux de l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de niveaux qui ne correspondent pas à des diplômes au niveau international, de sorte que quand, par exemple, certains Africains vont en Europe ou ailleurs pour étudier, ils ont du mal à faire l'équivalence de leur diplôme parce qu'il y a des niveaux qui n'existent pas. Et donc, on est resté dans ce système juste dans les années 2003 où je pense que suite à un certain nombre de sommets, de colloques au niveau international, au plan africain, il y a eu des décisions qui ont été prises pour que le système de l'enseignement supérieur africain puisse s'accommoder à ce qui se passe dans le monde. Et donc, c'est ce qui a valu l'avènement du système LMD, qui est un système d'enseignement supérieur universel, où vous avez le même type de parcours dans toutes les universités, qu'elles soient francophones ou anglophones, qu'elles soient africaines, européennes, américaines. Et donc, c'est vraiment si vous voulez, c'est une sorte d'harmonisation de l'enseignement supérieur à l'échelle planétaire. Et donc l'Afrique ne pouvait pas en principe rester en marge de ce mouvement de réforme de l'enseignement supérieur. Alors la spécificité donc du LMD, c'est que le LMD prévoit ce qu'on appelle les systèmes de crédit et d'évaluation capitalisable et transférable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des mots techniques, je vais essayer d'expliquer. Ça veut dire que lorsque vous êtes étudiant, par exemple à l'université de Parakou, que vous êtes inscrit dans un système LMD, qui est un système semestrialisé, vous avez un certain nombre de crédits que vous devez éliminer pour être détenteur de la licence, par exemple. Et notamment c'est 180 crédits pour avoir la licence en 6 semestres. Et ça donne la possibilité aux étudiants de faire ce qu'on appelle une mobilité à l'intérieur d'un espace universitaire donné. Par exemple, je suis inscrit en première année de sociologie et anthropologie. Je fais mon semestre 1 et 2 à l'université de Parakou. Si peut-être que mes parents sont affectés à Cotonou, j'ai la possibilité d'aller continuer mon semestre 3 et 4 à l'université d'Abomey-Calavi, parce que c'est les mêmes crédits qui se font. Et si par ailleurs mes parents sont affectés au Niger, je peux aller continuer mon semestre 3 et 4 à l'université Abdou Moumouni de Niamey sans aucun problème.
parce que c'est le même modèle d'enseignement, c'est les mêmes crédits, c'est les mêmes enseignements qui se font dans ces universités. Et ce que je valide ici est valable dans n'importe quelle université de l'espace. Donc, à partir de ce moment, on donne la facilité de mobilité aussi bien aux étudiants qu'aux enseignants. Moi, en tant qu'enseignant, je peux aller dispenser des cours à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Je peux aller à l'université de Cocody à Abidjan, etc. Et donc, vraiment, ça donne cette facilité de mouvoir entre les universités, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants, avec la spécificité que ici, ce que vous validez, vous la conservez et vous pouvez la transférer et la faire valider ailleurs. Donc, de sorte que je peux commencer mes études à l'université d'Abomey-Calavi, d'Abomey-Calavi, et les achever peut-être à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal ou à l'université de Parakou. Voilà. Donc, je vais essayer quand même de vous résumer un peu pour voir si effectivement on a saisi quelque chose de tout ce qui vient d'être dit là. Et il faut dire quand même que le système LMD s'imposait. Tout à fait. Simplement parce qu'il y avait quand même une confusion au niveau des diplômes. Des diplômes, exactement. Voilà. Et il y avait une nécessité d'harmoniser les diplômes, surtout au plan international, parce qu'il y avait trop de diplômes, il y avait une certaine confusion, et ceux qui venaient peut-être de l'Afrique n'arrivaient pas quand même à faire reconnaître leur diplôme sur le plan international. Oui. Donc, à travers le système LMD, il y a certains diplômes qui disparaissent, c'est ça, hein? Les diplômes tels que le DUG. Oui, le DUG, la maîtrise, le DSS, le DEA, normalement n'existe plus. Donc, internationalement maintenant, il y a la licence qui est reconnue. Oui. Il y a le master. Le master. Et là, nous avons, je crois, 2 masters. Hein. Oui, il y a 2 masters. Le master 1. Il y a le master, oui. Enfin, quand le master 1, je vais expliquer un peu. Il y a 2 catégories de master. Il y a le master professionnel. Il y a aussi le master recherche. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire que le master professionnel, c'est ce qu'on appelait le DSS avant. C'est-à-dire que c'était la maîtrise plus 1 an. Avant, c'était ça qu'on appelait le DSS. Et le DEA, c'est la maîtrise plus 1 an, mais en option recherche. Là, ce n'est pas professionnel. Alors, donc, le master aujourd'hui est constitué de 2 catégories. Il y a le master professionnel et le master recherche. Donc, lorsque vous faites votre licence, vous optez pour un master professionnel ou pour un master recherche. Mais quel que soit le type de master que vous faites, c'est toujours en semestre. Il y a le master 1 et le master 2. C'est ça. Je ne sais pas si vous... Donc, le master 1, ça fait un certain nombre de semestres. Exactement. C'est 2 semestres. Voilà, 2 semestres. Le master 2, 2 semestres. Donc, le total donne 4 semestres. Voilà. On commence par comprendre là. Et après le master maintenant, le diplôme qui suit, c'est le doctorat. C'est le doctorat. Oui. Et ça, c'est en 6 semestres. 6 semestres. Oui. D'accord. D'accord. Et le doctorat se fait en thèse unique, c'est ça, hein? Oui, c'est en thèse unique. C'est ce qu'on appelle le PhD. Et donc, lorsque vous faites le doctorat, il y a plus de doctorat de 3e cycle ou bien de thèse unique. Vous êtes directement un détenteur de PhD. En Europe, dès que vous avez ce diplôme-là, vous avez une expérience de 1 ou 2 ans, vous passez directement maître de conf. C'est ça. Mais bon, chez nous, dans le système CAMES, il y a encore d'autres... le circuit est un peu plus long. Plus compliqué. Mais il n'y a pas de diplôme intermédiaire. C'est les mêmes diplômes que vous soyez en Europe, aux États-Unis ou au Bénin. C'est les mêmes diplômes, sauf que c'est peut-être les critères d'obtention de ces diplômes qui varient en fonction. Moi, je me rends quand même compte que c'est beaucoup plus fluide maintenant. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile aussi, et surtout, ça donne la possibilité aux apprenants d'organiser leur cursus de formation, c'est-à-dire que tout au long de votre vie, vous pouvez décider, par exemple, je fais 1 semestre, 2 semestres, après je peux arrêter mes études, je peux aller travailler, je reviens peut-être 1 an, 2 ans après, puisque les crédits que j'ai validés, c'est des crédits qui sont conservés, c'est des crédits aussi transférables comme je l'ai dit, donc je peux revenir m'inscrire dans une autre université 1 an après ou 2 ans après et continuer mes études. L'essentiel étant que pour avoir la licence, il faut que je finisse les 6 semestres qui sont exigés pour la licence. Voilà. Quel que soit le nombre d'années que je mets à le faire.
Voilà, mais tel que vous êtes en train de présenter la chose, ça veut dire qu'il n'y a plus de renvoi en fait à l'université, c'est ça? Non, il y a plus de renvoi. Normalement, il y a plus de renvoi, mais comme je l'ai dit, chaque pays s'organise pour adapter un peu le système LMD à ses réalités. Et donc, ce n'est pas aussi conseillé d'avoir des étudiants qui vont faire 10 ans pour finir la licence. C'est des étudiants qui prennent des titres fonciers. Qui prennent des titres fonciers. Qui deviennent des doyens. Qui deviennent des doyens et qui ne veulent plus partir. Et donc, peut-être qu'ils ont des intérêts à rester à l'université. Ce n'est plus la peine d'aller chercher du boulot. Ils préfèrent rester, comme on les appelle, les agents permanents d'université. Alors, docteur Moussi, je vous ai suivi de bout en bout et j'avoue que je suis vraiment séduit par votre présentation. Et je pense que si les étudiants aujourd'hui donnent de la voix, s'ils s'opposent à ce système, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication autour de ce système-là? On a souvent des problèmes autour de nos réformes, des problèmes de communication autour de nos réformes. Je ne sais pas si, je ne peux pas dire que les étudiants ne sont pas informés. Ils sont pas suffisamment informés, d'accord. Mais je pense que les responsables étudiants ont été plusieurs fois associés à des séances de formation sur le LMD. Le problème dans notre pays, au-delà même des universités et au-delà des étudiants, c'est qu'on a des problèmes de restitution des connaissances que nous acquérons lors des formations. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont suivi des formations sur le LMD, mais est-ce qu'ils ont organisé à leur niveau une restitution pour expliquer à leurs collègues ce que c'est que le LMD? J'en doute, je ne sais pas si c'est fait. Et donc ça, c'est un problème. Et peut-être que les universités elles-mêmes ne prennent pas suffisamment de temps pour communiquer à l'endroit des étudiants. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des ateliers de formation où seulement quelques acteurs sont représentés. Et à partir de ce moment, si l'information n'est pas répercutée sur la masse, ça pose problème et il y a des gens qui ont du mal à comprendre ce que c'est. Sinon, tel que le LMD est conçu, moi je pense que c'est un système, comme le disait le curé tout à l'heure, c'est un système assez fluide. Hein, merci de me reconnaître mon titre de curé. C'est un système assez fluide qui permet vraiment à l'étudiant d'organiser son cursus de formation sans grande difficulté. Et si les étudiants comprenaient ce que c'est que le LMD, je pense que la situation qu'on est en train de vivre à la flage de Calavi ne surviendrait pas. Alors, si les étudiants aujourd'hui ne sont pas suffisamment informés des tenants et des aboutissants du LMD, à qui la faute? À tout le monde. À qui la faute? À tout le monde, à l'État en tant que premier responsable de tout ce qui se passe au niveau du système éducatif, mais aussi aux universités, parce que les universités n'ont pas suffisamment communiqué sur ce que c'est que le LMD. Ensuite, la faute aussi aux étudiants, surtout aux responsables d'étudiants, dont beaucoup ont suivi des formations sur le LMD, mais qui n'ont pas pris le temps de les répercuter, qui ont gardé des documents sur eux, qui ne partagent pas l'information avec leurs collègues. Mais aussi, il y a pas, parmi les étudiants, beaucoup de périodes, dès qu'on dit, bon, il y a une communication sur les LMD, combien vont arriver? C'est aussi ça. Il faut manifester d'abord l'intérêt pour avoir l'information. Mais il y a quand même quelque chose. Les étudiants disent en réalité qu'ils ne sont pas contre le système, mais qu'il y a un certain nombre, je dirais, de préalables. Oui. Il y a des conditions dans lesquelles le système doit être appliqué. Exactement. Mais ces conditions, en fait, mais les conditions ne dépendent pas des enseignants ou des universités. C'est vrai que, mais écoutez, lorsqu'on dit les conditions, je vous donne juste un exemple. Hein. Le LMD dit que vous ne pouvez pas avoir une unité pédagogique. Une unité pédagogique, c'est ce qu'on appelle les classes au cours primaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une unité pédagogique qui a plus de 35 étudiants. Mais moi, j'ai en première année de sociologie et anthropologie, j'ai près de 1500 étudiants. Dis donc. Alors, dites-moi. Dans un système LMD, comment je fais avec ça? Alors, c'est un problème, mais c'est pas ma faute.
C'est la faute à l'État parce que l'État n'a pas construit suffisamment d'universités, l'État n'a pas recruté suffisamment d'enseignants. Et l'État n'a pas créé suffisamment de filières qui permettent de diversifier la formation et de permettre aux étudiants d'avoir... Dans ces conditions, les étudiants ont raison, puisqu'ils disent que la formation que nous recevons n'est pas une formation pouvant nous permettre quand même de subir... Ils ont raison sur ce point, mais les enseignants n'ont pas tort sur ce point. Parce que je pense c'est en cela qu'il faut aussi comprendre quel est le bien fondé de la grève des étudiants. Moi, je pense que le problème des étudiants, c'est de se battre pour que l'État mette les moyens aux universités pour organiser le système LMD tel qu'il se doit. Et non de dire on veut forcément une session de rattrapage. La session de rattrapage, je l'ai dit, n'est pas une exigence du LMD. C'est pas une panacée non plus. Et ce n'est pas forcément parce que vous allez en session de rattrapage que vous allez réussir. La preuve, nous, à la Flash de Parakou, on a commencé avec le système LMD, mais nos étudiants réussissent avec une session unique. Donc tout dépend de comment les choses sont organisées. Et je ne pense pas que Calavi donne plus de résultats en termes d'admission que Parakou parce qu'ils organisent une session de rattrapage. Donc je pense que le problème, c'est qu'il faut se battre pour que les conditions prévues par le LMD soient exécutées, soient remplies dans les universités. Cela suppose qu'il faut avoir plusieurs universités, cela suppose qu'il faut avoir plusieurs amphithéâtres, cela suppose qu'il faut avoir plusieurs enseignants, et cela suppose aussi qu'il faut diversifier les formations pour on n'est pas 1500 étudiants en première année de sociologie. Pendant qu'on y est, ça c'est juste une parenthèse, hein, je profite parce que vous savez, on entend beaucoup de choses dans le rang des étudiants. Vous venez de dire que vous avez 1500 étudiants par exemple. Et très souvent, qu'est-ce que les étudiants disent vraiment nos professeurs là? Est-ce qu'ils corrigent vraiment nos copies? Dites-nous, est-ce que vous corrigez 1500 copies? Mais on corrige, en tout cas, moi je corrige et je pense que tous mes collègues corrigent. Parce que je ne parle que de la Flash, hein, pour ce que je sais de la Flash, les enseignants, par exemple, sont tenus de venir s'asseoir pendant des jours, pendant des semaines à l'université pour corriger les copies. Et c'est énormément de temps que cela nous prend. Parfois, on est obligé de faire des épreuves un peu très soft. Souple. Oui, parce que les étudiants aussi, hein, il y en a qui bavardent beaucoup dès que vous demandez, vous donnez un sujet qui peut amener à beaucoup parloter, comme on le dit. Vous avez, par étudiant, si vous avez 4 pages d'épreuves multipliées par 1000 étudiants, vous imaginez, je ne sais pas dans combien de temps vous allez finir de corriger. Je pense que ça agit aussi sur la manière dont nous évaluons les étudiants parce que les effectifs sont pléthoriques, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas les conditions vraiment pour assumer convenablement les activités pédagogiques dans les universités. Disons que nous sommes dans une débrouillardise générale dans les universités, hein. Bon, moi, ma préoccupation, c'est que, est-ce qu'il y a une pratique après les cours que les étudiants reçoivent? Normalement, ça fait partie de l'organisation des activités dans le LMD. Vous avez ce qu'on appelle les cours magistraux, mais vous avez les TP, vous avez les TD qui doivent être organisés. Au niveau des universités, en tout cas au niveau de la Flash, nous ce qu'on fait, on organise ce que nous appelons les sorties pédagogiques pour nos étudiants, histoire de les amener à découvrir les réalités du terrain, à savoir, parce que nous formons des sociologues, anthropologues qui sont appelés à aller en contact de la population, donc nous les amenons sur le terrain pour qu'ils vivent les conditions réelles d'entretien, de collecte de données au niveau de la population. Mais également, nous faisons les TP, c'est-à-dire qu'on donne des travaux à ces étudiants-là qui font des recherches personnelles et qui viennent les exposer à leurs collègues en amphi et chacun se prononce sur ces présentations que les étudiants ont pu produire d'eux-mêmes à partir des sujets que nous leur donnons. Donc, on essaie de faire toutes ces activités-là, histoire de tant rendre... bien que mal, hein. On doit tant bien que, ça surtout avec beaucoup de mal, parce que je ne sais pas, on a des difficultés franchement
à faire sous cela, parce que même quand vous voulez constituer un groupe de recherche, vous êtes avec 1000 étudiants, vous êtes obligé d'avoir peut-être 70, parfois 100, un groupe de 100 personnes. Vous imaginez, c'est pas vraiment les conditions optimales. Il y en a qui ne feront rien de bon. Hein. Ça, c'est Tout clair. à fait. Il y en a qui ne feront rien de bon, il y en a qui ne viennent même pas, mais les étudiants s'arrangent toujours pour mettre leur nom sur les travaux. Alors, dites-moi, docteur, au regard de toutes ces difficultés que nous rencontrons dans des facultés pléthoriques comme la Flash, la FASEG, la FTSP, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité de rebrousser chemin, c'est-à-dire de retourner à l'ancien système et de laisser l'LMD, vu que toutes les conditions ne sont pas réunies pour vraiment l'appliquer dans ces facultés? Non, le LMD est irréversible. On ne peut pas, le Bénin, excusez-moi, le Bénin ne peut pas rester en marge de l'évolution au niveau planétaire. Nous sommes dans un monde globalisé, nous sommes dans un village planétaire où on ne peut pas se permettre ça. Nous sommes engagés, nous y restons. Maintenant, il faut œuvrer pour que les conditions qui sont requises pour la mise en œuvre du LMD soient remplies, pour que le Bénin ait un système éducatif fiable où le LMD s'exécute dans les conditions normales. Mais le problème, c'est que les conditions ne sont pas remplies. Non, pour le moment. Et ça, ce n'est pas une particularité, une spécificité du Bénin. Dans aucune université africaine, les conditions du LMD ne sont pas remplies. Alors pourquoi nous nous obstinons à appliquer un tel système, si tant est que nous ne sommes pas encore prêts pour l'appliquer? Parce que là, c'est comme si nous nous leurrons. Ceux qui ont inventé le système l'appliquent convenablement et les résultats escomptés sont là. Mais nous n'avons pas encore les moyens qu'il faut. Nous n'avons pas encore toutes ces infrastructures et pourtant nous voulons appliquer l'LMD. Qu'est-ce que vous proposez dans ce sens? Oui, ce que je propose, c'est justement de faire tout pour que nous ayons les conditions pour mettre en œuvre le LMD. Le LMD, je vous l'ai dit, c'est irréversible. On est dedans, on y reste. Maintenant, il faut que nous battions pour que les conditions... Et qui doit se battre? Tout le monde. Les étudiants, les enseignants, l'État. Les étudiants de quelle façon? Les étudiants, par exemple, au lieu de faire une grève pour réclamer une session de rattrapage, les étudiants peuvent faire une grève pour réclamer les conditions de mise en œuvre du LMD. Les enseignants peuvent les accompagner parce que nous en souffrons tous. Et enseignants et étudiants, nous en souffrons tous. Et donc, ça doit être une lutte commune. Et l'État doit pouvoir mettre les moyens pour que les conditions soient remplies. Parce que si on ne le fait pas, on aura des diplômes qui ne seront pas reconnus à l'échelle internationale. Et vous savez, nous sommes, je l'ai dit, dans un monde globalisé. Moi, en tant que Béninois, je suis appelé peut-être à travailler au Canada, à Washington, à New York, à New Delhi, n'importe où. Ça veut dire qu'il faut que mes diplômes soient reconnus. Et pour ne pas me bloquer parce que j'ai ce qu'on appelle le DEA alors qu'ailleurs on parle de master, ou j'ai la maîtrise alors que là-bas on parle de master, je pense que ce n'est pas bien d'abord pour la légitimité de nos diplômes et pour nous permettre de bénéficier de cette reconnaissance internationale. Je pense que le LMD c'est le système qu'il nous faut. Et pendant qu'on y est, nous parlons d'effectifs pléthoriques dans nos facultés, dans nos universités, et dans le même temps, il y a le gouvernement qui a resserré la carte universitaire du Bénin, qui nous ramène à 4 universités, dont 2 thématiques et 2 pluridisciplinaires. Avant qu'on aborde cette affaire de 4 universitaires, je voudrais quand même poser encore une ou 2 questions rapidement à notre invité. D'abord, moi j'ai l'impression qu'en réalité les étudiants sont des victimes dans cette affaire, puisque nous avons d'un côté l'État qui ne fait pas ce qu'il doit faire et les enseignants qui veulent quand même appliquer coûte que coûte les exigences du système. Oui, les enseignants aussi sont victimes. Oui, les enseignants sont victimes. Parce que, bon, peut-être qu'on est victime à des niveaux différents.
Mais c'est pas seulement les étudiants qui sont victimes. Si moi je suis obligé de corriger 1400 copies, 1500 copies en première année, alors que j'en ai peut-être 600 en deuxième année, peut-être 400 en troisième année, vous imaginez ce que ça fait. Et j'avoue, il y a des collègues qui ont peut-être 2 matières en première année. C'est des problèmes. Donc 1500 fois 2, ça fait 3000 copies. 3000 copies pour une seule année. Et si vous avez d'autres années, c'est vraiment difficile à corriger. Ce qui fait que parfois, on met du temps pour corriger les copies, pour donner les résultats, parce que la masse de travail, elle est importante. Et ça fait que on n'arrive pas justement à respecter, par exemple, un des critères fondamentaux du LMD qui dit que les cours sont semestrialisés. Bon, on semestrialise les cours, mais les évaluations ne sont pas forcément semestrialisées parce que on ne donne pas les résultats du semestre. Oui. On attend la fin de l'année. Et on organise les cours par semestre, premier semestre fini, les cours sont finis, on fait des évaluations, mais on ne peut pas donner les résultats parce qu'on n'a pas fini de corriger les copies avant que le second semestre ne commence. Donc on est obligé d'entamer le second semestre et après, quand on finit le second semestre, on évalue et après on donne les résultats globaux pour toute l'année. Finalement, c'est du jonglage. C'est du jonglage, je suis d'accord avec vous. Si vous voulez, c'est du LMD à l'africaine. Un peu comme on avait parlé de démocratie à l'africaine. Exactement. Il y a aussi cette affaire de semestre pair, semestre impair. On ne comprend pas trop bien. Non, semestre pair, c'est bon. Le semestre pair, c'est je veux dire les semestres impairs, c'est première année et premier semestre, troisième semestre, cinquième semestre. Ah ok, d'accord. C'est ça les semestres pairs et les impairs. Les semestres pairs, c'est deuxième semestre, quatrième semestre et sixième semestre. Je vous ai dit que pour la licence, c'est 6 semestres. Donc le premier semestre, c'est un semestre impair. Et le second semestre, c'est un semestre pair. Mais les deux font ce qu'on appelle anciennement la première année. Oui. Donc voilà. Ici, on ne parle plus d'année, mais on parle de S1, S2. Et après, on parle de S3, S4. S5, S6. Donc, si vous arrivez à valider tout ça, voilà, vous avez la licence. Vous avez la licence avec la spécificité que chez nous, le S6, c'est un semestre, il n'y a pas de cours. C'est un semestre de stage et de rédaction du mémoire de licence. Voilà. Donc, pendant le S6, les étudiants sont envoyés en entreprise pour faire des stages. Et à partir de ces stages, ils rédigent leur mémoire et qu'ils viennent soutenir et on leur donne le diplôme de licence. Voilà. Merci beaucoup. Alors, à présent, nous pouvons chuter sur la nouvelle carte, la nouvelle carte universitaire. Du Bénin qui nous présente maintenant 4 universités. L'université de Parakou, l'université... Alors qu'on en avait 7. 7, hein? Ah bon, moi je bien maintenant, on est revenu à 4. Oui. Et ça, c'est le gouvernement qui l'a voulu ainsi. Alors que le système demande à ce qu'il y ait plus d'universités. Exactement. Exactement. C'est un peu comme un paradoxe. Oui, ça peut paraître comme un paradoxe. Ça est d'ailleurs un paradoxe. Je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas impliqué dans la prise de cette décision. Je ne suis pas au gouvernement. De toute façon, vous aviez votre opinion là-dessus. J'ai mon opinion en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'acteur du système de l'enseignement supérieur. Ce que j'ai entendu en termes d'arguments pour défendre cette redéfinition de la carte universitaire, c'est que l'on a dit il fallait développer l'amitié, il fallait développer l'interculturalité, il fallait qu'il y ait un brassage entre les étudiants, entre les citoyens du Bénin, les enfants du Bénin. Voilà, entre les enfants du Bénin, pour sauvegarder l'unité nationale, pour pour promouvoir la solidarité, etc. Toutes choses qui me paraissent des valeurs cardinales, des valeurs importantes. Mais je ne sais pas si c'est en regroupant les universités qu'on peut développer ça. Prenez par exemple l'université de Parakou, mais c'est une université multiculturelle. Tout à fait. Quand vous avez Parakou, ce n'est pas fait que seulement des gens d'une seule région. Toutes les communes du Bénin sont représentées à l'université de Parakou. Et c'est la même chose même à Kétou.
toutes les communes ont des ressortissants dans ces universités. Donc, ce n'est pas en regroupant les universités qu'on va développer cette interculturalité. Non, les Béninois sont déjà dans ce brassage. Ils sont déjà dans cette interculturalité, même au-delà de l'université, même au niveau des écoles primaires. Quand vous allez, vous avez toujours des ressortissants de diverses localités du Bénin qui sont dans les écoles primaires. Donc, cet argument ne tient pas. Pour moi, ça ne tient pas. En tout cas, ça ne justifie pas ce recentrage. C'est le socio-anthropologue qui parle. Oui, tout à fait, c'est le socio-anthropologue qui parle. Et je suis à l'aise quand je le dis. Et donc, ça ne justifie pas ce recentrage des universités. Et l'autre chose, c'est que la redéfinition a engendré un certain nombre de raccordements entre des structures universitaires. Notamment, vous avez Nati Tengu qui est désormais rattaché à Abomey. Et vous avez Djougou qui est rattaché à Porto Novo. J'imagine un étudiant qui est à Djougou, parce que l'autre chose, le gouvernement a dit qu'ils ne vont pas fermer les centres. Ils ne vont pas se fermer les centres. Si vous voulez, pour parler plus simple, c'est le nombre de recteurs qui a diminué. Parce que nous avions 7 universités, donc 7 recteurs. Maintenant, on aura 4 recteurs, oui. Donc, administrativement, les structures de gestion des universités ont été réduites à 4. Et donc, on aura 4 recteurs puisqu'il y a 4 universités. Et donc, les centres universitaires qui existent sont raccordés à des rectorats. C'est comme ça que Djougou est rattaché à Porto Novo, Nati Tengu à Abomey. Et Kandi, je crois Kandi doit être rattaché à Porto Novo aussi ou à Porto Novo, etc. Bon, donc vous avez cette redéfinition comme ça. Alors, le problème que ça pose, c'est que si moi, enseignant, je suis à Djougou et que j'ai un problème, ça veut dire qu'il faut que je me déplace pour aller à Porto Novo rencontrer mon recteur ou le vice-recteur pour régler mon problème. La même chose pour un étudiant qui est à Nati Tengu et qui a des problèmes académiques, des problèmes administratifs, ça veut dire qu'il faut qu'il se déplace pour aller à Abomey pour régler ses problèmes. Tout ce que ça peut engendrer en termes de coûts financiers, mais aussi de coûts sociaux. On sait, moi par exemple, pour avoir l'équivalence de mon diplôme, je suis obligé d'aller passer 4 jours à Cotonou pour une pièce qui ne coûte que 3000 francs. J'ai dormi à l'hôtel pendant 3 nuits. Et les déplacements aller-retour. 7000 la nuitée. Non, pas 7000. 15 000 la nuitée. Donc, vous imaginez ce que ça fait plus. J'ai oublié que les curés, les professeurs d'université ne sont pas de la même catégorie. Donc, vous imaginez plus le transport, même si je prends le bus aller-retour, vous imaginez ce que ça fait. Je pense que c'est des aberrations. Et si on doit continuer à faire ces raccordements qui auront des coûts financiers pour les parents d'étudiants, mais aussi des coûts sociaux, parce que si je n'ai personne à Abomey, je suis obligé de dormir à la Belle Étoile, de dormir dans un hôtel ou exposé à tout ce qu'il y a comme insécurité, etc. Et donc, je pense qu'il y a un véritable problème à ce niveau-là. En plus, les raccordements ne sont pas des raccordements pertinents de mon point de vue. On a dit que l'université de Parakou est une université multithématique. Pourquoi ne pas ramener Nati Tengu et Djougou à leur ancien parrain qui était l'université de Parakou? Et pourquoi on se sent obligé de raccorder Nati Tengu, par exemple, à Abomey? On pouvait créer la FAST. Il y a des centres universitaires qui sont au sud, qui ont été rattachés à l'université de Parakou. Mais ce n'est pas bien. Non. Ce n'est pas bien. Ça n'arrange pas. Abomey-Calavi, c'est une université multithématique. On rattache les universités du Sud à l'université d'Abomey-Calavi. Et s'il n'y a pas un département dans ces universités, on le crée. Puisque c'est des universités multithématiques. Par exemple, on peut dire que Parakou n'a pas la face parce que à Nati Tengu, on enseigne les mathématiques, les sciences physiques, chimiques, etc. On n'a pas un département ici à l'université de Parakou, mais on crée un département au lieu d'amener Nati Tengu à Abomey.
On crée un département de sciences et techniques. Mais vu que nous sommes actuellement au 21e siècle et que la technologie a évolué, avec l'informatique, on peut régler beaucoup de choses. Est-ce que le problème se pose si tant? Le problème se pose. Déjà, vous avez vu tout ce que nous avons avec le LMD. Et si à cela, on doit ajouter encore d'autres difficultés qu'on peut éviter, je pense que ça ne sert à rien que de compliquer les choses davantage. Il faut les simplifier. Les nouvelles technologies de la communication, de l'information, de la communication doivent nous faciliter la vie et non nous rendre la vie compliquée. Alors, vous êtes socio-anthropologue. Est-ce une façon de dire qu'il y avait donc nécessité d'impliquer les sociologues dans la prise de terre, d'impliquer plutôt les sociologues à la prise de cette décision? Moi, je pense que malheureusement, les gens ne comprennent pas l'importance de la sociologie et de l'anthropologie dans le développement ou dans les prises de décisions publiques. Mais c'est important. Il faut dire que pendant longtemps aussi, nous, on a cru que les sociologues sont là seulement pour bavarder. Comme des philosophes, exactement. Malheureusement, il y a beaucoup d'informations que les gens ne connaissent pas de la sociologie, de l'anthropologie. C'est des sciences de développement. Et il faut lire nos travaux sur les questions de développement. Vous vous rendrez compte que nous apportons beaucoup au développement, mais beaucoup ne savent pas ce que nous faisons parce qu'on a aussi un problème de communication. Et je pense que quelle que soit la décision qu'on doit prendre, il faut nécessairement impliquer des sociologues, anthropologues, parce que c'est eux qui sont censés connaître les sociétés, c'est eux qui sont censés connaître les logiques sociales, c'est eux qui sont censés connaître les stratégies des acteurs, ils sont censés connaître les perceptions sur telle ou telle chose. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez bâtir une politique publique, vous êtes obligé de tenir compte de ces gens-là, qui sont comme des docteurs mais qui ne piquent pas, et qui vous éclairent, qui ne font pas peur, ils vous éclairent sur un certain nombre de décisions à prendre. Et je pense que c'est très nécessaire de les associer. De les associer. Ce n'est pas une question de, excusez-moi, ce n'est pas une question de texte de loi ou de questions financières. Non, c'est une question de logique, c'est une question d'adaptation, c'est une question de perception sur les réformes que nous engageons. Parce que si ceux qui sont censés mettre en œuvre les réformes que nous engageons ne sont pas pour ces réformes, ne sont pas favorables à ces réformes, il y a un problème. Ça ne marchera pas. Et il n'y a qu'un sociologue, anthropologue qui puisse vous dire que ces réformes-là ne sont pas bienvenues. Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit revenir sur cette décision? Moi, si mon appel peut avoir un effet, si peut-être le curé a plus de non, allez-y, de légitimité que moi, mais moi je pense que allez-y. Plutôt que de dire de revenir aux 7 universités, moi je pense qu'il faut changer. Il faut encore retoucher cette carte-là. Le redéploiement. Il faut redéployer les choses et faire les raccordements avec un bon sens. Et éviter des arguments un peu politiques ou des arguments un peu à la va-vite qui sociologiquement n'ont pas de validité. C'est quoi l'argument avancé? Alors, nous allons passer à la troisième rubrique très rapidement parce que le temps ça passe très vite. Le temps ça passe vraiment vite, donc nous allons aborder la dernière rubrique. Vous aurez devant vous des questions qui sont sous pli fermé, voilà, bien fermées. Et donc, comment je fais? Je les ouvre? Vous en tirez au sort. Donc, par hasard, vous tirez une première question. Voilà. Bon, si c'est au par hasard, alors je fais comme ça. Voilà, maintenant, vous l'ouvrez. et vous nous lisez la question, le contenu de... Alors, 56 ans d'indépendance. Mais les avancées ne sont pas terribles. Dites-nous en toute franchise si les Béninois sont prêts pour le développement. Voilà. Alors, en toute franchise, je pense que 56 ans, c'est beaucoup pour la vie d'un individu, mais pour un pays, bon, on peut dire que il est à l'âge d'adolescence, peut-être. Je pense que, bon, on ne peut pas dire que des choses n'ont pas été faites. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Et il reste beaucoup de choses à faire. Ce que je constate malheureusement, c'est que beaucoup de pays qui ont le même âge que nous
nous ont dépassé plus de 10 fois. Ouais. Prenez par exemple des pays comme la Malaisie, comme la Corée, oui, Singapour, comme la Corée du Sud, qui en 1960 était à peu près au même niveau que le Bénin, mais aujourd'hui ce sont ces pays-là qui constituent les pôles de développement en Asie, et même pourquoi pas du monde. Et malheureusement nous on est resté là. Je me rappelle j'ai lu dans un document que en 1963 par exemple un pays comme la Malaisie avait déjà près d'une trentaine d'universités, avec une population qui fait même pas celle du Bénin. C'est ça. Donc ça pose encore le même problème que nous venons de discuter. Est-ce que la multiplicité des universités pose un problème? Je pense pas. Mais il faut des moyens, pour les accompagner. Et c'est justement, ça qui devait participer au développement. Et maintenant, est-ce que les Béninois sont prêts? Je pense que les Béninois sont beaucoup plus dans une sorte de distanciation vis-à-vis des questions de développement. On pense que le développement, c'est l'affaire de l'État. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans une position, excusez-moi, je parle un peu comme un sociologue, hein. Allez-y, c'est même à ce titre vous êtes là. Voilà, hein. nous sommes dans une position d'attentisme, d'assistantialisme. On attend toujours que l'État nous vienne en aide, on attend toujours que l'État fasse ci ou ça. Même pour nettoyer la devanture de nos maisons, on attend le maire sur radio pour venir le faire. Ah, mais ça, c'est pas normal. C'est un problème. Et puis, le paradoxe, c'est que lui-même, il le fait. Oui, il le fait, oui, justement, parce qu'il a besoin de renouveler son mandat. Exactement. Et donc, il se lance aussi dans cette, au lieu d'amener les gens à le faire par eux-mêmes, il prend ça où il va, il sac devant simplement parce qu'il veut gouverner par l'exemple, il veut donner le bon exemple. Non, on peut gouverner autrement. Oui. On peut gouverner autrement. Le maire, ce n'est pas son rôle de venir balayer devant la maison de quelqu'un. Mais lorsqu'on est menacé par une destitution. Oui, c'est ça. Malheureusement, on est obligé de se transformer en agent balayeur. Alors, on continue. Okay. Deuxième tirage donc. Deuxième tirage au sort. Toujours le milieu. Toujours le milieu. Selon vous, la démocratie est-elle faite pour les Africains? Bon, il n'y a pas une démocratie pour l'Africain, une démocratie pour l'Américain, une démocratie pour l'Européen. La démocratie, c'est un système politique universel. Sauf que à partir de ce que nous avons dit tout à l'heure, nous avons quand même constaté qu'il y a une démocratie à la sauce africaine, qui n'est pas forcément celle que on constate ailleurs. Peut-être que c'est aussi ça qui fait l'intérêt de la chose, pour montrer que en fait il n'y a pas un système politique exemplaire, il n'y a pas un système politique parfait. Les systèmes politiques, quels qu'ils soient, doivent être adaptés au contexte. Et je précise qu'il y a beaucoup de pays qui sont dans ce système, mais où le développement, en tout cas, c'est quelque chose qui marche. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple du Rwanda. Oui. Le Rwanda, quoi qu'on dise, c'est un pays qui se développe, malgré tout ce qu'on peut dire de ce pays-là. Je pense que les choses marchent dans ce pays-là. Oui. Prenez l'exemple des peut-être je sais pas un pays, quel exemple je vais donner pour montrer que ça marche. La Libye par exemple, jusqu'à un moment donné, la Libye c'était un pays développé, un petit paradis. Oui, c'était un petit paradis. Malheureusement, parce que on s'est dit que bon, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas la liberté d'expression, on a tout saccagé, et aujourd'hui vous avez vu ce qu'on a fait de la Libye. Donc je pense qu'il n'y a pas un système parfait. Il faut toujours espérer avoir des dirigeants éclairés comme Kagame qui savent où ils vont, d'où ils sont venus et où ils vont, et à l'horizon d'un tel nombre d'années, qu'est-ce qu'ils rêvent pour leur pays. Je pense que c'est de ça qu'il est question. La question du nombre de mandats, moi, si vous voulez mon avis personnel, ça ne me pose pas problème si on a un dirigeant éclairé qui est orienté vers le développement. Ah ben, oui. Donc il peut faire 40 ans.
Il peut faire 40 ans. On a connu des rois qui ont fait 50 ans, qui ont été, qui sont cités comme exemple. Prenez le roi Guézo au Bénin. On a vu quand même ce qu'il a pu inventer en termes de politique de développement. Je rebondis en même temps sur ce que vous venez de dire, parce qu'on sait que le projet phare du président Talon, c'est le fameux mandat unique. Est-ce une façon de dire que vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est une aberration. Docteur, on vous a compris. On continue. Okay. Ah ben c'était une parenthèse alors on continue suivant, avec le tirage. Alors ici faut-il faire connaître son salaire à son conjoint ou à sa conjointe? Au Bénin, c'est difficile. C'est difficile de déclarer son salaire parce que pourquoi on le fait? Vous savez, nous sommes dans des sociétés où tout ce que vous gagnez, vous n'êtes pas forcément la seule personne qui en jouit. Vous avez des charges. Moi, en tant que peut-être cadre d'une famille, j'ai un certain nombre de charges qui ne sont pas forcément des charges directes qui me concernent, mais c'est des charges collatérales. C'est des cousins, c'est des nièces, c'est des oncles, c'est des grands-parents qui tournent autour. Et parfois, lorsque vous êtes homme et que vous avez un revenu, vous êtes obligé de redistribuer ces revenus à l'ensemble de ces charges collatérales et qui sont des charges presque constantes. Et quand vous avez une épouse qui n'est pas très ouverte à ces choses, qui veut avoir un contrôle sur vos revenus, vous êtes obligé parfois de ne pas dire combien vous gagnez, parce que aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont allées à l'école et qui se mettent souvent dans des logiques de calcul. Voilà, mon mari, il gagne peut-être 300 000. Avec 300 000, pourtant, je ne le sens pas. Voilà, et avec ces 300 000, on peut s'acheter une voiture, on peut construire une villa dans tel nombre d'années. Et quand ça ne vient pas, tout de suite, on pense que bon, c'est parce qu'il a un autre foyer dehors qu'il prend en charge et bonjour les problèmes. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça aussi dans les charges collatérales? Bien sûr, c'est des charges collatérales aussi, mais ce n'est pas toujours ça qui bouffe l'argent des époux, et donc souvent ça pose problème, et ça fait que on a parfois du mal à dire. Parce que si vous le dites, vous aurez du mal à justifier les dépenses extra-conjugales. Donc c'est compliqué. C'est valable aussi pour la femme, hein. Mais en général, c'est beaucoup plus les hommes qui sont confrontés à ce problème-là. Et l'autre chose aussi qu'on constate par rapport à ça, pour aller très vite, c'est que nous sommes dans une société de soupçons. C'est-à-dire que bon, quand on vous regarde, on regarde un peu votre train de vie, lui là, il doit être en train de voler l'argent quelque part, il doit être en train de faire ci, de faire ça. Et parfois, ça peut être vrai, et on est un peu frileux à dire exactement combien on gagne, parce que si les gens savent, on va commencer par calculer, est-ce qu'avec un tel salaire, il peut faire de telles réalisations, etc. Voilà. Et donc, ça fait que les gens ne... Allez, voilà. Donc, quatrième et dernier tirage. Quatrième dernier tirage. On va aller très vite. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans l'exercice de votre fonction? Ah ouais, ça c'est une très belle question. Ah oui, c'est une très belle question. Moi, ça tombe juste. oui, ça tombe juste. Ce qui me rend heureux beaucoup, c'est quand je suis en face des étudiants. Super. Oui, que c'est quand je suis en face des étudiants et quand je me sens vraiment utile en train de partager ce que j'ai comme connaissance avec les étudiants, et voilà, ça me fait vraiment plaisir de me retrouver en face des étudiants en amphi, échanger avec mes jeunes frères, mes jeunes sœurs sur un certain nombre de choses qui nous concernent en tant que citoyens béninois, en tant que cadre béninois. Alors, l'enseignement, c'était donc le métier du rêve, c'est ça? Oui, j'ai toujours rêvé d'être enseignant, mais enseignant du supérieur. Ça fait que
pendant que j'étais en train d'étudier, j'ai écarté toutes les autres possibilités qui se sont offertes à moi. J'ai foncé droit, je voulais être enseignant du supérieur et Dieu merci, j'y suis parvenu. Je rends grâce. Alors, je vous en félicite. Merci. Allez, nous sommes donc arrivés à la fin de cette belle aventure. Ah oui, on a débordé, même sans le savoir. C'était intéressant, tellement c'était intéressant. Merci beaucoup désolé les sociologues. C'est comme ça, il faut tout. Voilà. Mais ça confirme une thèse là. Oui. Je n'en dirai pas plus. Non, je sais. Alors, merci beaucoup à vous, je docteur. Vous en prie, c'est à moi. Et merci aussi à vous, Faraj. Je vous laisse placer un tout dernier mot, des personnes à saluer rapidement. Ben, je salue tous ceux qui m'attendaient vivement. Tous ceux-là qui voulaient m'entendre une fois encore à la radio. Voilà. Je leur dis simplement que je suis là pour quelque temps et voilà. J'essaierai d'être là quand même. Faut faire sortir la formule des jeunes. On est ensemble. C'est ça la formule des jeunes. Oui, Edwige. Tout commence bien, tout finit bien. J'espère que tout le moment, vous avez pu enregistrer quelque chose par rapport au système LMD. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Et des personnes à saluer? On va saluer maman? Non, ils sont tellement nombreux. Ok, d'accord. Ok. Alors, docteur, je vais vous laisser aussi glisser un petit mot. Oh, c'est gentil, monsieur le curé. C'était un grand plaisir de partager une place dans votre paroisse. Je ne connaissais pas la paroisse. Je suis heureux d'être aujourd'hui un de vos fidèles. Non, désormais, notre porte là, c'est ouvert. Merci beaucoup. Le baptême, c'est pour quand alors? Voilà, je pense qu'il faut que vous me baptisiez. La confirmation également. Voilà. Il faut une cuisse de moustique. Voilà, on va vous citer les un lait de lion. Voilà. Ok, mais c'est un grand plaisir pour moi d'être invité à ce plateau-là et je vous remercie. Et voilà, je salue aussi tous les citoyens qui nous écoutent. Et je leur dis que on a 56 ans d'indépendance, on constate qu'il reste beaucoup à faire. Et mettons-nous à l'œuvre pour que nous puissions parvenir au développement. Moi, je ne dirai plus rien parce que là, vous aviez tout dit. Tout ce que je demanderai aux auditeurs, ou tout ce que j'ai dit aux auditeurs, c'est toutes nos excuses parce que normalement, ils devraient appeler. Mais tellement c'était intéressant que on n'a pas voulu ouvrir le standard. Dimanche prochain, on va se rattraper, ne vous en faites pas. Alors, on maintient tout simplement, notre façon de rester, le style de rester de l'émission, c'est le bonheur, c'est le divertissement et puis c'est l'information. Merci donc d'être resté des nôtres et puis à dimanche prochain. Ciao, ciao. Mine ana la voduma tire yon fe, ole, shimante, ikana kila